Enregistrement, en effet. Hop. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Alors oui, alors la conférence va être enregistrée, ça permettra, si on verra ce qu'on en fait, si assez bien passé, on la mettra peut-être sur le site web du VLG. Ça à définir, on verra à la fin. Déjà, on va faire la conférence, et si elle est bonne, on verra ce qu'on en fait. Soyez indulgents, merci. Donc, je reviens sur les règles Zoom. Donc, les règles Zoom, si vous avez des questions, ben, vous avez juste à les poser, sur le chat. Il y a un petit chat à droite, vous la posez. Notre possibilité, c'est de lever la main, mais on va privilégier d'abord les questions écrites, comme ça tout le monde les verra, et s'il y a des chances que la question que vous posez, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui se la pose, ça évitera qu'il y ait des doublons. Et en fait, on réouvrira la discussion à la fin de chaque talk, à la fin de chaque présentation. Donc il y en a 3 qui seront présentées juste après. Et puis c'est tout. Donc, je laisse la parole à notre cher président qui va introduire un petit peu la soirée. Oui, chers amis licenciés, ça fait vraiment plaisir de vous voir. L'occasion de se retrouver un petit peu tous ensemble. Alors, bon, cette soirée, on avait vraiment à cœur de la faire, même si on mène de nombreuses actions déjà pour renforcer la sécurité de nos licenciés, ce qui est vraiment notre priorité au VLG. On a déjà pas mal d'actions, pliage secours, révision des voiles, on organise les cives, on fait des journées voler mieux, on motive nos licenciés au passage du BP. Il y a beaucoup de choses qui sont initiées, donc, mais avec Yves, qui est notre animateur sécurité, et avec Romain, en cours d'obtention de son monitorat, comme vous savez, on voulait apporter une pierre supplémentaire en fait, à l'édifice avec cette première soirée VLG axée sur le thème de la sécurité. Donc, Tristan est notre modérateur. Yves, notre animateur sécurité, va vous présenter un petit peu la stratégie individuelle des gestions des risques. Romain, par la suite, va vous présenter vraiment comment faire une prévie dans le pays JEX et puis vraiment, en général, des questions aérologiques. Et enfin, si j'ai le temps, une petite présentation, la description d'un cross entre Besançon et Crozet, puis les pièges à éviter et les vaches possibles. Tout ça pour dire que la partie la plus importante, c'est vraiment la partie de Romain. S'il y a du temps, moi, je terminerai, mais sinon, ça fera l'occasion de refaire une soirée ensemble pour aborder cette thématique qui est assez intéressante également au niveau de la sécurité. Voilà, pour moi, c'est à peu près tout. Je vais laisser la parole à Yves maintenant, qui donc va vous présenter la SIGR. Donc, Yves, il me semble que tu voulais directement partager tes slides, ou est-ce que tu veux que… Ouais, Donc, je te laisse partager et puis tu prends le relais. ça marche. Donc ouais, bonsoir à tous. Donc, je suis Yves, l'animateur sécurité du club, et je vais vous faire une petite présentation sur la gestion des risques. Si j'arrive à partager mon écran. Alors, dites-moi si vous voyez bien tout ça. C'est pas en plein écran, mais on le voit, ouais. Alors, j'essaie de mettre en plein écran là. Ouais, c'est parfait. Ok, donc déjà, je voulais peut-être expliquer ce que c'est le rôle de l'animateur sécurité. Qu'est-ce que je fais dans le club? Alors, ben, je vole, bien sûr, si possible. Donc, mon rôle, en fait, ce n'est pas d'enseigner la sécurité ou la gestion des risques, mais comme c'est un sujet qui m'intéresse, ben, si je peux vous en parler, vous expliquer un peu ce que c'est avec plaisir, comme ce soir. Donc, je ne dois pas me positionner en donneur de leçons, hein. Moi-même, j'ai fait pas mal de conneries en parapente, j'ai eu quelques incidents, etc. Donc, je suis aussi ouvert pour en parler à tous ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas un responsable de sécurité, donc je suis vraiment juste là pour promouvoir des actions de sécurité, pour ce qu'on va voir. Donc, mon rôle, c'est plutôt de contribuer, en fait. J'ai repris la phrase de la FFVL, donc elle est un petit peu lourde, contribuer à la prise de conscience individuelle et collective nécessaire pour continuer à pratiquer en évitant que les risques ne se transforment en danger. Donc, en gros, c'est plus de promouvoir en fait tout ce qui peut apporter de la connaissance, de la compétence, de la sensibilisation aux pilotes du club, quoi. Bien sûr, j'en ai pas l'exclusivité, donc tout le monde peut apporter ses idées. Et puis, quand même, dans ce club, comme l'a dit Alex, ce qui est clair, c'est que tout le monde contribue à la sécurité. Enfin, finalement, j'ai pas grand-chose à faire, quoi.
Alors, voilà la première phrase qu'on lit dans le livre en fait, écrit par Jean-Marc Galland, qui est le responsable sécurité de la FFVL. C'est une phrase que je trouve assez pertinente. Je trouve assez bien pour lancer en fait, ma présentation. Donc, le plus grand danger du parapente, c'est sa facilité. C'est d'autant plus vrai avec les progrès techniques aujourd'hui et puis la pédagogie qui a vraiment beaucoup progressé, qui est très bonne aujourd'hui. Donc c'est facile de prendre un parapente, de se lancer. Par contre, au début, c'est sûr qu'on ne se rend pas forcément compte des dangers qu'il peut y avoir. Je trouve qu'il y a un autre danger aussi, c'est l'addiction en fait, que provoque cette activité, euh, le grand plaisir qu'on peut prendre, qui peut nous pousser des fois donc, à faire des mauvais choix, à se lancer dans des mauvaises conditions, à se surestimer. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Dunning-Kruger. C'est un petit peu quelque chose qui s'applique à tout ce qu'on peut apprendre dans la vie. Quand on débute, en fait, on commence à apprendre, on découvre quelque chose, on se rend compte qu'on y arrive bien, qu'on progresse et on a tendance à se surestimer et peut-être du coup à sous-estimer les risques à ce moment-là et à ne pas écouter assez les personnes qui s'y connaissent, enfin, les vrais experts. Donc ça, c'est la montagne de la stupidité. Une fois qu'on l'a passé, on peut arriver à la vallée de l'humilité, pardon. Et puis donc commencer à être en fait conscient de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on pourrait peut-être apprendre pour s'améliorer, pour éviter des dangers, etc. Donc, développer ses compétences en parapente, c'est quoi? Alors, donc, on a des compétences de pilotage, donc je pense que c'est assez parlant, aérologie, qui comprend la météorologie, etc. Le mental, donc c'est notre condition mentale, si on est bien dans sa tête, etc. Pendant le vol, hein, surtout. Le matériel, donc gestion de son matériel. Est-ce que j'ai une voile adaptée à mon niveau? Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle a été révisée? Mon secours, comment il est, etc. La relation à la communauté. Et aussi, en fait, je pense qu'il manque quelques trucs sur cette photo, malheureusement. Il y a aussi tout ce qui est formation, en fait, communauté. Donc, il peut y avoir les formations, les stages qui font partie de ça. La condition physique, donc est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis malade? Voilà, est-ce que j'ai un petit problème? Et l'accidentologie, donc c'est connaître un petit peu les accidents types, tout ce qui pourrait arriver. Donc là, en fait, ce n'est pas une liste exhaustive, on n'a pas toutes les compétences du pilote, hein, bien sûr, mais l'idée, c'est de vous montrer qu'en développant ces compétences-là, on peut éviter un accident. Parce que en fait, si on cumule trop de lacunes dans toutes ces compétences, on pourrait arriver à avoir un accident. Et si on développe en fait nos compétences, on peut l'éviter. Donc ça appartient à chacun de faire ça. Donc c'est comme ça que je peux enchaîner sur la SIGRE. Alors la SIGRE, c'est un terme assez qui fait assez peur comme ça, mais en fait tout simplement c'est savoir quelles compétences j'ai besoin de développer si je veux voler dans telle ou telle condition, si je veux éviter d'avoir des problèmes. Et donc, comment faire? Tout simplement, on se prépare une espèce de plan où on va se dire, ah ben là, en pilotage, il faut que je fasse ça. En météorologie, il faut que je suive la présentation de Romain. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit exemple, d'ailleurs. Voilà. Donc, par exemple, en pilotage, faire un sieve avec ma nouvelle voile, automatiser le repli des jambes en cas d'incident. Aérologie, lire les visiteurs du ciel, donc pour améliorer mes connaissances en météo, aérologie. Accidentologie, suivre l'actu sécu. Je peux aussi vous recommander donc, de lire ce livre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Non, il est flou. Ok, voilà. Je vais vous mettre le lien si vous voulez. Donc matériel. Après, chacun, en fait, chaque pilote a ses propres compétences à développer et c'est à lui de découvrir, en fait, de savoir, de construire sa progression en fonction de ce qu'il a envie de faire comme type de vol. C'est sûr que faire un CIV pour une personne qui va voler en bord de mer, à la dune, par exemple, tout le temps, ce n'est pas forcément pertinent. Voilà.
Merci Yves pour cette présentation très qualitative. Ouais, j'ai une toute petite remarque à faire par rapport à la SIGRE. C'est que vous pouvez également mettre à jour sur le site de la FFVL votre propre stratégie et la compléter au fur et à mesure de votre progression. Et puis, vous pouvez également consulter la SIGR d'autres pilotes, ce qui vous permet de voir un petit peu quelles sont les idées qui ont été mises en place par d'autres pilotes pour améliorer la vôtre. Tout ça sur le site de la FFVL. Bon, il y a encore beaucoup à dire, hein, de toute façon, sur la sécurité. C'est un sujet assez vaste. Donc, n'hésitez pas, on va prendre peut-être 2-3 minutes s'il y a des questions sur ce premier sujet, avant d'enchaîner sur le sujet de Romain, sur la météorologie. Alors, je n'ai pas vu de questions passer dans le chat. Est-ce que... Alors, je vois que Julien lève sa main, donc je propose de directement lui permettre d'intervenir. Vas-y, Julien. Alors, bon. Tu veux couper son micro ? Non, mais non, alors, Julien, tu dois pouvoir... Voilà. C'est quoi le titre du livre exactement? Ça s'appelle Gérer les risques en parapente. Et c'est écrit par Jean-Marc Galland, donc le responsable sécurité de la je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse de l'acheter ou quoi. Sinon, je veux bien le prêter aussi une fois que j'aurai fini de le lire. Il me reste encore quelques pages. Tu pourras mettre le lien dans le chat si tu le trouves un peu plus tard dans la soirée. Le titre du livre. Je le trouve tout de suite. Je sais. Il y a une question de Willy dans le chat qui te demande est-ce que tu participes au rendez-vous AS de Wingmaster? Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année, on a une réunion par mois. C'est le 3e mercredi du mois. Donc, c'est une réunion Zoom aussi, qui est donc accessible directement à tous les animateurs sécurité. Mais après, en fait, n'importe qui peut aussi la regarder sans pouvoir participer de manière interactive. Et elle est mise à disposition sur YouTube aussi. Donc, tout le monde peut la regarder. Je pense que je vous ai partagé dernièrement la dernière qui était sur le matériel, en fait, avec on avait Bruce Goldsmith qui était là de BGD, et, ainsi que son concepteur de voile. Et puis, on avait un concepteur de voile de chez Ozone. Donc, c'est bien parce qu'ils ont chacun des visions différentes. Par exemple, ça abordait le côté matériel et un petit peu de mécavol, évidemment. Donc, c'est en général assez enrichissant. Ok. Je vous encourage à regarder. Tu pourras peut-être partager aussi dans le chat le lien sur la chaîne YouTube de Wingmaster si les gens veulent s'y abonner. Et puis, comme ça, puis de toute façon, toi, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, tu t'envoies le lien sur le Telegram. Voilà, donc ça c'est pas Wingmaster, hein, ça c'est tout à fait gratuit en fait, le live des animateurs sécurité. Ah, ok. Par la FFVL et tout le monde peut y accéder, même si on n'est pas licencié en fait. Ok, Merci. merci. On va peut-être passer du coup à la suite. Donc, c'est Romain qui est juste à côté de moi. Il va partager son écran et puis commencer sa présentation. Tu l'as en plein écran. On l'a en... Non, on a les trucs un peu à droite. Ouais, là, c'est parfait. Ok, merci Tristan, un super régisseur ce soir déjà. Et puis Yves, pour la qualité de ta présentation, hein, vous avez mis la barre super haute, là c'est du pro ça. Donc bonjour à tous, je reconnais beaucoup de monde parmi vous, donc ça fait plaisir de vous voir. Et puis pour ceux que je n'ai pas encore croisés, je m'appelle Romain, je suis pilote du VLG et je suis en train de finir ma formation de moniteur. Alors s'il y a nous on va parler là, on va aborder le sujet de comment faire une prévision de base sur le Jura. S'il y a des experts en météo dans la salle, vos remarques et compléments seront les bienvenus en fin de présentation. Hein. N'hésitez pas à nous apporter vos lumières. Moi, je ne suis pas météorologue, je connais juste ce dont j'ai besoin pour faire ma prévie et voler en sécurité. Et puis, pour prendre la décision pour les stagiaires que j'encadre. Et puis, n'oublions pas que ça reste que de la prévision, donc c'est toujours un peu délicat.
Alors, je vous ai partagé l'écran. Vous avez le plan de la présentation qui va durer une petite demi-heure. Donc, on va déjà se poser la question à quoi ça sert de savoir faire sa prévue météo. Quelles infos je vais chercher dans cet amas de données, qu'est-ce qui m'intéresse. En numéro 3, d'où elles proviennent, pour comprendre un petit peu ce qu'on va analyser. Ensuite, en 4, on va quand même faire un petit focus sur la différence entre les modèles météo et les présentations, qui sont en fait les sites internet que vous utilisez. On va faire un petit laïus sur les particularités de nos sites. Et ensuite, le numéro 6, le point 6, ça va être plus concret. En fait, tout simplement, je vais vous faire la prévue météo pour demain en suivant la routine que j'ai l'habitude de suivre. Bon, c'est la mienne. Après, il y en a d'autres. Il y a plein de façons de faire. Mais comme ça vous permet de voir un peu comment je fais quand j'ai envie de voler ici ou ailleurs, en fait, partout en France. Le point numéro 7, c'est les dernières vérifs à faire le jour J et le jour du vol. Et puis ensuite, on passera à une partie de questions. Ce qu'on n'abordera pas, vous le voyez en bas, on a quand même un temps assez court. Donc, on ne va pas parler de frontologie, on ne va pas parler d'émagramme, on ne va pas parler d'aérologie, etc. de manière très poussée. Ça, c'est vraiment des sujets qui font l'objet de cours plus poussés d'une demi-journée, voire plus, notamment pour les hémagrammes. Puis en soi, la météo, c'est un sujet sans fin. Donc, là, c'est vraiment pour vous montrer les outils de base et surtout pour que ça vous allume quelques voyants sur les dangers qu'il peut y avoir et surtout savoir identifier quelles conditions ne sont pas bonnes pour voler. Allez, je vous propose de démarrer sans plus tarder. Alors, vous verrez en haut de la présentation, il y a les points avec à peu près les timings en minutes. Donc, pour ceux qui ont prévu une petite sieste, ça vous permet d'identifier à quel moment il est le plus opportun de la faire pour vous. Alors, on en est au point numéro 1. À quoi ça sert? Eh bien, déjà, comme le disait Yves, c'est tout simplement une raison de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut savoir identifier si les conditions aérologiques vont correspondre à votre niveau de pilotage. Donc, en fait, si je fais le lien avec le système des plaques de la SIGR qui vous a montré, la météo, c'est un des facteurs de risque. Donc, pour éviter d'avoir un gros trou dans cette plaque, il faut essayer quand même de développer ses compétences en prévision. Ça sert à vérifier si ça va voler demain sur votre site fétiche, tout simplement. Si vous avez plusieurs sites, comme on a la chance dans PageX, ça vous permettra de choisir le meilleur. Ça vous permettra également de choisir votre heure de décollage en fonction du type de vol que vous affectionnez. Voilà. Et l'avant-dernier point, c'est j'ai marqué temps passé à voler contre temps passé à gamberger. C'est surtout le fait que le parapente, vous le savez, c'est une activité dévorante et puis très chronophage. Et en fait, malheureusement, il y a plein de fois où on perd du temps à analyser, puis on décide d'aller voler, puis finalement, ça ne vole pas, quoi. Et c'est parfois pas facile à combiner avec toute la vie normale de terrien et toutes ces obligations. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être assez efficace, quoi, pour savoir si ça va voler ou pas, pour augmenter son temps passé à voler par rapport au temps qu'on passe à réfléchir. Voilà un petit dernier point pour briller en société, parce que savoir prédire le temps, c'est quand même la grande classe, quoi. Ça... Allez, on passe aux infos qu'on cherche. Moi, quand je fais une prédit météo, il y a toujours 3 points que je vais vérifier. Le vent, les nuages et le caractère de la masse d'air, à savoir s'il va y avoir des thermiques ou pas, en gros. Le vent, pourquoi? Déjà, vous savez que le parapente, c'est le truc qui vole le plus lent. Donc, en fait, on n'aime pas trop dès qu'il y a du vent. On est quand même beaucoup moins manœuvrant et on a beaucoup plus de mal à à aller là où on veut dès qu'on est sur des valeurs supérieures à 15 km/h à peu près de vent. Donc, bien sûr, il faut des infos sur son intensité et puis sur sa direction pour choisir son site de décollage. Une fois qu'on a cette info du vent, on va regarder les nuages. Pourquoi les nuages? Parce que,
en parapente, c'est quand même vachement plus drôle quand on voit où on va. Et il peut arriver très rarement que dans le pays de Gex, il y ait par exemple un peu de stratus. Bon, ça peut arriver. Donc, par exemple, il faut savoir essayer de prédire s'il va y en avoir ou pas. Il y a d'autres types de nuages également qu'il est plutôt de bon goût d'éviter. Savoir s'il va pleuvoir également, etc. Et une fois qu'on aura regardé si le vent est OK et si la visibilité est bonne, il faut qu'on arrive quand même à prédire si la masse d'air va être turbulente ou pas. Parce qu'en gros, on n'est pas tous à la recherche de thermique, ou pas tous tout le temps à vouloir faire du vol thermique. Donc, suivant l'envie du jour, si vous voulez faire un plouf et un vol calme, vous allez chercher plutôt des conditions stables, c'est-à-dire que naturellement, dans la masse d'air, le parapente va descendre à son taux de chute classique. Et par contre, si c'est plutôt un jour où vous avez envie de faire du thermique, du vol de distance, peut-être même d'aller de Vezancy à Crozet, comme va vous l'expliquer Alexandre tout à l'heure, ou des plus grands vols pour les gros crosseurs, et bien là, dans ce cas-là, le pilote est plus à la recherche d'une masse d'air instable, qui aura bien sûr les turbulences qui lui sont associées, mais qui lui permettra de faire du vol de distance. Et ça, on a des super outils qui permettent de le prévoir assez bien, donc c'est intéressant de les aborder. Alors, la partie stabilité-instabilité, elle est un peu plus longue et un peu plus compliquée, donc on va la survoler aujourd'hui, on ne va pas y passer trop de temps. Mais en gros, voilà les 3 points qu'un pilote de parapente doit prévoir avant de démarrer. Je passe au point numéro 3. Avant d'aller regarder ces données-là, puis de s'y retrouver dans tout ce fouillis, on peut regarder cette petite carte et il faut essayer de comprendre d'où viennent en fait les infos. Tout commence par une collecte de données, notamment par des sondages, c'est-à-dire des ballons sondes qui sont envoyés de différents endroits de la planète et qui sont équipés de capteurs de température, de pression, d'humidité et qui donnent des infos quasi en permanence. Il y a 2 lancers par jour à 0h et 12h UTC partout dans le monde. Donc les données brutes que vont digérer les modèles sont actualisées 2 fois par jour à 0h et 12h UTC. Ces ballons sondes vont donner plein d'informations. Dans les Alpes et le Jura, on est super bien lotis, on a des prévisions très précises parce qu'il y a une station météo à Lyon, il y en a une à Nice, à Nancy, et côté italien, il y en a une à Turin. Donc vous voyez, on est quand même bien au milieu de plusieurs stations météo, parce que tout ce qui se passe au milieu, là où il n'y a pas les ballons sondes, eh ben, les modèles vont créer comme des sondages virtuels au croisement des quadrillages, là, des parallèles et des méridiens qu'on voit sur le globe. À titre d'exemple, au Pérou, j'ai volé au Pérou l'année dernière, il y a une station météo dans tout le pays. Bien entendu, c'est un peu compliqué pour couvrir avec précision tout le territoire. Ou sur les zones, typiquement les océans, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de sondages. Heureusement, il n'y a pas que les ballons sondes, il y a aussi les avions qui emportent du matériel embarqué pour mesurer ce qui se passe, ce qui peut expliquer en ce moment quelques petites imprécisions sur les météos dues à la diminution du trafic aérien. Merci le Covid. Il y a d'autres moyens, enfin, les données elles sont aussi collectées sur les images satellites et puis les observations du temps passé, donc de ce qui s'est passé hier, avant-hier, etc. Bref, vous avez compris, il y a tout un arsenal de capteurs qui permettent de faire des sondages, qui quadrillent la planète comme on voit sur l'image et qui permettent de voir ce qui va se passer à peu près à chaque endroit. Tout ça, c'est collecté par un truc qui s'appelle l'Organisation mondiale de la météo, l'OMM. Et puis, cette OMM, elle les vend à qui? Eh ben, à des agences de pronostics, ni plus ni moins, que sont Météo France, Météo Blue, autres. Donc, il y a des agences nationales, puis il y a des trucs privés. Et puis, chacune de ces agences de pronostics va faire ses calculs. Et la manière dont elle fait ses calculs, on appelle ça un modèle météo. Voilà. Ces modèles météo, ils vont être plus ou moins précis. On va y venir à la page d'après.
Parce qu'ils n'utilisent pas forcément les mêmes mailles. Une maille, en fait, c'est tout simplement la taille du côté du quadrillage, là, du côté du carré qui quadrille la planète. Un modèle plutôt à maille large va pouvoir mettre un point tous les 13 km. Un modèle plutôt à maille fine va mettre un point tous les 1,5-2 km. Donc vous comprenez bien que suivant le modèle que vous regardez, ça ne va pas être du tout la même chose. Un gros modèle à maille large va avoir du mal à faire la différence entre ce qui se passe à Gex et ce qui se passe à Bellegarde, par exemple. Alors qu'un modèle à maille fine va pouvoir faire la différence. Par contre, le modèle à maille large, lui, il présente des avantages, c'est que même s'il n'est pas super précis, eh ben, il est globalement fiable, il se trompe peu. Alors qu'un modèle à maille fine, on va les détailler après, lui, il peut être très précis quand il marche très bien, mais alors quand il se plante sur la manière dont il calcule les trucs, eh ben, il se plante très très bien. Forcément, plus on essaie d'être précis, plus on prend un risque. Donc, dans votre démarche pour faire votre prévis, il va falloir essayer de varier le type de modèle que vous utilisez. Je passe donc au modèle contre les présentations. Une présentation, qu'est-ce que c'est? C'est le site Internet que vous allez utiliser pour regarder ce qui se passe. Donc, ils sont dans la colonne de gauche sur ce tableau. Voilà, vous avez Météo Ciel, Météo Parapente que beaucoup utilisent, Windy, Météo Blue, etc. Dans la deuxième colonne, je vous ai mis le modèle qu'il utilise par défaut quand vous arrivez sur la page. D'accord ? Sachant que certains sites, comme Météo Ciel ou Windy, une fois que vous êtes dans le site, donc dans la présentation, vous pouvez choisir de passer d'un modèle à l'autre pour aller comparer ce qu'il prévoit. Alors, typiquement, voilà, Météo Ciel, il est de base sur le GFS, qui est Global Forecast System, qui est le modèle à maille large américain, le gros tracteur qui ne se trompe jamais vraiment, mais qui n'est jamais super précis, en tout cas pas chez nous, quoi. Par exemple, Météo Parapente est basé sur un modèle qui s'appelle WRF, qui est le modèle à maille fine américain. Plus, il alimente ses infos de certaines données qu'il collecte depuis son réseau de Pew et de balises. Côté français, le modèle maille large s'appelle l'arpège chez Météo France. Vous avez peut-être déjà vu ce mot-là. Et le modèle maille fine, c'est le arôme, qui est super précis en France, etc., etc. Sur Windy, vous tombez sur le modèle européen. Et sur Météo Blue, que j'utilise pas mal, qui est le modèle suisse, il s'appelle le NEMS. Voilà. Vous en avez d'autres, hein. Là j'en ai mis 6 ou 7, mais il y en a certainement plus d'une quarantaine à ma connaissance, et encore d'autres. Consulter la météo, c'est faire votre chemin dans ces différentes présentations, tout en sachant, en fait, la première question que vous devez vous poser quand vous arrivez sur un site, c'est, enfin, vous devez vous poser, pardon, c'est un peu, je suis à l'impératif là, mais en tout cas, ce que je fais moi, c'est que quand j'arrive sur une page qui me présente ce qui va se passer demain, la première question que je me pose, c'est, OK, quel est le modèle sur lequel se base le truc que je suis en train de croire pour demain. Voilà pourquoi il est important pour vous de comprendre de connaître l'existence de ces modèles. Si vous voulez, ça reviendrait un peu à comparer, je ne sais pas, si vous achetez un pack de lèvres chez Carrefour et chez Intermarché, vous goûtez les deux et puis vous me dites, ils ont un peu le même goût, quoi. Et je vous dirais, oui, voilà. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est quand vous veniez prendre l'apéro à la maison, vous ameniez de la lèvre. Après, au moins, je suis sûr de ce que je bois. Et puis, que vous ayez préféré l'acheter sur une présentation orange de chez Intermarché ou un truc rouge et bleu chez Carrefour, ça, c'est votre choix et c'est vous qui décidez. C'est l'illustration qui nous parle bien. Voilà, ça parle beaucoup à Tristan. J'espère que ça vous parlera aussi bien. D'ailleurs, il a pris de la Greenbergen ce soir. Mais la remarque est toujours valide. Donc, vous allez choisir vos présentations par rapport à ce que vous trouvez joli, par rapport à si vous préférez choper vos infos par des cartes ou par des flèches ou par des tableaux. Ça, on est tous différents, donc chacun va prendre ce qu'il souhaite. Et n'oubliez pas que certaines présentations présentent différents modèles. Donc, au sein d'un même site, vous pouvez comparer différents modèles. Voilà.
Donc, ne vous contentez pas de comparer 2 sites, vous pourriez tout simplement être en train de comparer 2 fois la même information. C'était l'enseignement sur les modèles. Et je passe au point numéro 5, qui va être très rapide avant qu'on passe dans le concret pour la présentation de demain. C'est les particularités des sites VLG. Alors, sur les crêtes du Jura, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne vole pas dans des régimes de brise. C'est-à-dire qu'on est plus qu'ailleurs soumis à l'influence des vents météo. Typiquement, quand il y a 15 km/h de vent de nord sur les Alpes, eh ben, ça se passe au-dessus, ça reste entre 2000 et 3000 mètres, et finalement, dans les vallées en dessous, ils volent dans des régimes de brise qui, globalement, vont être tous les jours dans le même sens, finalement. Donc, ils vont avoir toujours leur décollage orienté bien face à la brise, quel que soit ce qui se passe au-dessus, pour faire grossièrement. Ça peut avoir des influences, mais globalement, c'est ça. Alors que nous, eh ben, on est beaucoup plus soumis au vent météo. Et quand il y a 15 km/h au-dessus d'Annecy, eh ben, nous, ici, ça se transforme vite en 20 ou 25 km/h de bise. Et là, tout de suite, eh ben, c'est un peu plus problématique pour savoir si je vais réussir à voler ou pas, ou si ça va être dangereux ou pas. Il y a toujours cette incertitude. Au détail près, on a quand même un site qui est géré par le VLG qui se trouve derrière à Mijoux, qui lui donne sur la vallée de la Valserine. La vallée de la Valserine, elle a des régimes de brise tout à fait classiques. Donc, on a un peu plus de certitude sur ce qui se passe là-bas derrière, même si on n'a pas visuel dessus depuis le pays de Gex. Le seul petit inconvénient, c'est que le décollage n'est pas vraiment orienté face à la brise, il est plutôt nord-ouest, donc ce n'est pas toujours gagné non plus, ce n'est pas du 100% qu'on arrive à voler en brise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut amener à plus d'incertitudes quand on fait sa prévision météo. Clairement, moi je trouve ça plus compliqué de faire une prévie sur le Jura que dans les vallées des Alpes ou des Pyrénées. Donc le fait que ça amène de l'incertitude, il faut être un peu plus humble, il faut accepter qu'on va se tromper plus souvent. Et se tromper plus souvent, ça veut dire avoir quand même une plus grande capacité de renoncement. Bah ouais, il y a des fois, je vais au décollage, je pense que ça vole parce que le vent n'a pas l'air de descendre, nous embêter trop bas. Et puis en fait, j'arrive au décollage et puis il est trop fort, trop travers. Et mince, je me suis trompé, c'est pas grave, ça met à rude épreuve ma capacité de renoncement, mais voilà, j'ai décidé de voler sur le Jura, donc je dois être des fois un peu plus prudent qu'ailleurs. Ça rend le truc encore plus intéressant. Alors, ça ne fait pas forcément envie ce que je vous dis, mais vous inquiétez pas, ça vole quand même très très bien ici. Simplement, il faut prendre un peu de précaution dans sa prévie, il faut être un peu pointu. Bien, voilà les particularités du site du VLG, des sites du VLG. On va passer à ma routine pour le vol ici. Je vous explique tout simplement comment je fais. Je fais une analyse en entonnoir, c'est-à-dire que je pars des modèles à maille large, d'un truc d'une vision plutôt globale, et petit à petit j'affine en allant sur quelque chose de plus en plus précis, de plus en plus local. Et en faisant ça, j'essaye d'interroger 3 modèles différents pour les comparer entre eux. Le but ici, c'est de leur donner une chance de diverger. Et si vraiment les 3 modèles différents me donnent la même information, pour le coup, j'ai une prévie qui est fiable. S'ils divergent, j'irai voir un peu plus précisément ce qui se passe, lequel ne se trompe pas depuis quelques jours, etc., etc. Et en fonction, vous allez voir qu'à travers ces 3 modèles, moi, je les interroge sur différents sites. Mais ça, c'est juste une question de goût et de couleur. C'est parce que le vent, j'aime bien le visualiser sur des cartes. Les températures, je préfère les voir sur des tableaux. Mais ça, ce sera propre à chacun. Pour ce faire, je vous ai mis 2 liens ici. Le premier, c'est celui du site de l'école, où on a fait une page qui permet de regrouper au même endroit plusieurs infos nécessaires. Donc, il y a des trucs intégrés à la page et puis il y a des liens vers d'autres sites. Ça permet d'éviter d'aller à chaque fois interroger Google pour les différents sites qu'on veut consulter. Ça permet de gagner du temps et de visualiser plusieurs choses en un coup d'œil. Et vous avez également le site du club, le vol libre gessien, sur lequel il y a à peu près la même chose.
Dès la page d'accueil, sur la droite, vous avez en fait en un coup d'œil accès à la prévie du jour et des 3 jours à venir, je crois qu'ils ont mis, les balises, etc., etc. Donc ça vous fait déjà 2 plateformes là, qui vous permettent, si vous voulez, d'avoir un bon point de départ pour aller faire la prévie. Bien. On est comment en chrono? Combien? Ça prend pas mal de temps, mais c'est intéressant. Pas mal de temps. Ok, super. Donc, allez, assez de blabla, je vous propose la situation concrète. Donc là, je vais me rendre sur le site de l'école, qui est ici. Donc on a une petite question qui est arrivée, mais on la reprendra à la fin, à part si tu as vraiment envie d'y répondre maintenant. Il y a Stéphane qui posait la question sur la durée des modèles. Donc je pense qu'il veut dire c'est la durée de la validité d'un modèle, je pense, dans le temps. Donc, je te laisse choisir si tu veux répondre maintenant ou on garde ça pour la fin. Qui a posé la question? Stéphane Remilleux? Je ne connais pas. Bon, allez, on va y répondre tout de suite. On fait une exception, ça animera un peu. Donc, Stéphane nous demande la durée des différents modèles. Alors, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'en fait, plus votre modèle est grossier, entre guillemets, donc plus il est à maille large, plus il va vous permettre de voir loin. Typiquement, vous avez parfois accès à des prévisions à 14 jours ou 15 jours, je crois, notamment sur la chaîne météo, qui ne veulent rien dire parce que c'est impossible que ça fonctionne à 14 jours, mais qui donnent une tendance. Et cette tendance, il n'y a que les modèles à maille large qui vont vous la donner. Si vous cherchez une prévision à 10 jours en utilisant un modèle à maille fine, ça ne marchera pas. Typiquement, on va se rendre compte là, sur les sites qu'on va voir que quand on interroge le modèle Arome, qui est le modèle à maille fine de Météo France, lui, il va à 72 heures. Au-delà de ça, donc lui, il est précis sur les 3 prochains jours, c'est déjà pas mal. Au-delà de ça, il vous dit non, après, là, moi, je ne peux pas m'engager aussi précisément. Voilà, Stéphane, j'espère que ça apporte une réponse à ta question. Sinon, n'hésite pas à nous relancer et on y reviendra après. Tu arrêtes le partage et tu recommences, parce que ça ne va pas partager. Alors, petite manip. Vas-y, recommence. Hop. Ben, je vais aller direct sur Safari, peut-être. Ouais. C'est nickel. Ok, super. Donc, nous voilà sur le site de l'école et vous avez l'onglet météo ici en haut. Tac. Et là, je vous ai mis dans l'ordre, en fait, ma routine. Donc, ça se lit d'abord ceux du haut et on passe de gauche à droite. Alors, moi, je commence toujours par un petit coup d'œil au GFS, qui est le maille large américain, le gros tracteur. Ça permet d'avoir une petite tendance déjà. Ça permet en gros de savoir s'il pleut les 4-5 prochains jours ou pas. Parce qu'au moins, si j'ai l'info ici sur Météo Ciel, ben, déjà, je ne fais même pas ma prévue météo. Il pleut, bon, ben, je fais autre chose, quoi, hein. Parapente, ce sera pour plus tard. Comme ça, je ne perds pas de temps à le faire pour rien. Donc, c'est bien de jeter un coup d'œil à ça. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui parce que depuis ce matin, ils ont un gros plantage de leur serveur. J'essaye, voir si... Ouais. Non, c'est toujours pas résolu. Donc, vous l'avez là, c'est Météo Ciel. Quand vous allez sur Météo Ciel, par défaut, il est sur ce modèle assez grossier. Et ça vous permet de voir, en fait, assez simplement, parce que la journée est découpée en 5 cases de créneaux de 4 ou 5 heures. Et vous avez en face les petits pictogrammes qui sont assez parlants sur le soleil ou la pluie. Voilà. Ce qui est vachement intéressant, merci Gary d'ailleurs qui nous regarde, je crois, ce soir, c'est ce petit bulletin technique national. Je ne peux que vous le conseiller le matin au café. Ça dure 1 minute 30. Je vais vous montrer celui d'aujourd'hui et ça vous permet, sans être un grand expert de la frontologie, de comprendre globalement ce qui va se passer au niveau des systèmes dépressionnaires ou d'anticyclones au-dessus de notre tête. Je le lance. Et puis le présentateur, il est bon pédagogue. Je le mets en plein écran. Je ne suis pas sûr qu'on aura du son, mais on va quand même essayer. Pourquoi? T'as pas de son, toi? Ça arrive je le mets là et j'allume mon micro. Ouais, je vais prendre le mien. Je suis là. Je active mon micro. Ouais, je vais éteindre. Toi, tu l'éteins. Voilà. Bonjour à tous, on s'intéresse maintenant à ce bulletin technique qui nous permet de suivre l'évolution
à l'échelle de l'Europe, et ça permet de bien comprendre justement ce qui se passe et ce qui va se passer sur la France. Donc on a renoué désormais avec ces grosses dépressions qui circulent sur l'Atlantique Nord vers les îles britanniques, ça se voit sur les images du satellite avec les enroulements nuageux tout autour. On voit également que les isobars ici, c'est-à-dire les lignes d'égale pression, sont très resserrées. Ça veut dire qu'il y a du gradient, une grande différence de pression, c'est la signature du vent fort. Et puis nous avons effectivement en bleu ici les précipitations. Quand c'est blanc uniquement, c'est simplement le ciel un peu voilé ou nuageux. Donc en animation, on voit très bien que le coup de vent concerne les régions situées au nord de la Loire. Hein. Regardez un petit peu ces isobars très resserrés. On a vraiment un rail océanique qui plonge vers la France et vers l'Europe centrale. Dans ce flux, nous avons des perturbations qui circulent, nous avons donc des coups de vent. Ça frôle les régions du sud de la France, mais ça s'arrête un petit peu au nord des Pyrénées. Et puis à partir de samedi, dimanche, on voit que les isobars basculent plus franchement au nord-ouest. Ça veut dire que nous avons de l'air maritime, bien sûr, mais qui descendra plus des zones polaires. Air polaire maritime, c'est frais et humide. C'est typique d'un mois de mars, hein. On est quand même à la mi-mars, c'est tout à fait normal de récupérer de l'air humide et frais avec du vent. Ça va ramener la neige en montagne, ce qui est une très bonne nouvelle quand on aime la neige en montagne, parce que c'est vrai que là, désormais, il n'y en avait plus beaucoup. Sous 1600 mètres d'altitude, parfois, c'était dégarni. On va regarder la masse d'air, justement, et les vents d'altitude. Donc, on note le froid, qui est quand même bien présent, accroché de la Scandinavie à la Russie. Grand froid, hein, des températures remarquablement basse pour un mois de mars, mais ce grand froid va un peu reculer sous l'effet de ce grand vent d'ouest qui va amener le redoux sur l'Europe, redoux modéré d'ailleurs, parce que comme je vous le disais, le flux vient quand même de l'ouest-nord-ouest. C'est de l'air maritime, c'est beaucoup plus doux évidemment que de l'air continental. Cela suffit malgré tout à déclencher les fameuses giboulées en plaine, grésil, neige fondue, et à ramener la neige progressivement sur tous nos massifs en France, là, progressivement vers 1100, 1000 mètres, puis ce week-end, probablement des 800, 900 mètres, on aura des plâtrages de neige sur les versants exposés à l'ouest-nord-ouest. Donc il y aura les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, les Alpes suisses et autrichiennes vont bien prendre un nouvel enneigement, un petit peu les Pyrénées aussi, puisqu'elles sont bien exposées face au nord-ouest. Et c'est ce type de flux de nord-ouest, frais et humide, qui devrait se maintenir dimanche, lundi, voire même mardi prochain. L'anticyclone atlantique ici, qui devait nous ramener une amélioration, ne remontera peut-être vers les îles britanniques qu'en milieu de semaine prochaine. Donc de quoi faire un petit plein de pluie et de neige au sein d'un printemps qui s'annonce globalement plutôt sec à ce sujet. Je vous invite à retrouver nos prévisions saisonnières qui sont actualisées comme chaque 10 du mois sur notre site, donc la chaîne météo.com. À bientôt, merci. Suivez toute la... On repasse en mode... Ouais, on fait comme on était, ça avait l'air de marcher. Je tiens mon micro, moi. Ouais, ton micro. Voilà. Ok. Et donc là, je suis en partage. Alors, reviens sur ta page Safari. Voilà, c'est bon. On est bon. On est bon. Tac. Ok. Donc, bon, là, vous avez compris hein, qu'on voit en un coup d'œil qu'il n'y a pas besoin d'aller faire une prévie pour voler les 5 prochains jours. Il va falloir plutôt choisir le bon phare pour aller skier. Ce qui est sympa avec ce petit bulletin, là, c'est que ça prend 2 minutes chaque jour. Notre ami Régis Crépel, alors c'est pas toujours lui, mais ça change de présentateur. Il est génial parce que vous avez vu, dès qu'il emploie un mot technique, dès qu'il parle d'isobar, de dépression, il explique derrière ce que c'est. Je trouve qu'il est bon pédagogue. Moi, je rêverais de l'avoir sur les stages qu'on va faire pour quand on va aborder les points météo. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, admettons qu'on ait encore une chance de voler demain. Malheureusement, ça a l'air compliqué avec la grosse perturbation qui nous arrive dessus. Je vous ai mis des liens ici sur donc 2 liens pour Windy. Quand on clique dessus, donc Windy, c'est une présentation. Et là, je l'ai mis à droite sur... Alors, pour ceux qui ont l'affichage Zoom avec les photos des participants de la réunion à droite, essayez de le faire disparaître, là, de le ranger en cliquant sur le moins en haut. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur Windy qui se passent à droite de l'écran. On le voit. Vous le voyez? Ok, super. Ouais, on le voit. Donc là, automatiquement, je vous l'ai mis en fait à l'échelle de l'Europe. Et il est sur température, ici, vous le voyez. Et en altitude, qu'on peut régler ici, je l'ai mis à 5500 mètres. Ça permet en un coup d'œil, en fait, de visualiser où va se trouver la limite entre les dépressions là, qui viennent des pôles et les anticyclones. Donc on voit cette ligne
Entre le rose et le bleu, c'est un peu la ligne de combat, quoi, entre qui va prendre le dessus, entre les dépressions ou les anticyclones. Donc forcément, en hiver, on voit que les dépressions descendent assez bas, et en été, c'est plutôt ces zones bleues là qui vont repousser les dépressions. Donc ça permet de jeter un coup d'œil. Si je reviens au site et que cette fois-ci, je commence à m'approcher un peu de chez nous, là, je suis toujours sur Windy, sauf que je l'ai réglé ici sur vent, en haut à droite. Alors tout à l'heure, j'étais sur température. Et là, en altitude, je l'ai mis à 1500 mètres. Au passage, vous pouvez constater, quand on parlait tout à l'heure de modèle, maintenant que tout le monde sait ce que c'est, sur Windy, vous pouvez basculer d'un modèle à l'autre. Par défaut, comme le disait le tableau, il est sur le modèle européen. Et vous pouvez passer d'un modèle à l'autre et comparer ce qu'ils en pensent. Bien. Et bien là, on voit qu'à 1500 mètres, aujourd'hui à 20 h, si je lance l'animation pour demain, on se rend compte que dans la nuit, on commence à avoir du vent qui arrive de l'ouest de plus en plus fort, à 1500 mètres, sud-ouest, et toute la journée de demain, voilà, on est sur des valeurs, vous avez l'échelle en bas. Voilà. Demain, ça va décoiffer pour ceux qui ont prévu une randonnée sur les crêtes. Voilà. Prenez un chapeau qui tient bien la tête. Pour Eric, ça. Voir un parapluie en fin d'après-midi. Hop. Je reviens au site, toujours dans la stratégie de l'entonnoir. Là, je regarde moi sur le site suisse Météo Blue. Et en fait, quand vous allez dessus, là, le lien vous amène directement sur la page que vous pouvez sinon trouver en allant à gauche ici dans Aviation et en cliquant sur R. C'est gratuit à 3 jours et c'est payant pour plus de fonctionnalités, mais 3 jours, c'est déjà bien. Et en descendant ici, vous avez ce diagramme qui est super intéressant, là, où visuellement, on voit très très bien en fait, l'épaisseur et l'altitude des nuages. Donc là, on a fini la partie vent. On a vu que demain, en vent, déjà, c'est mort, c'est feu rouge. Mais bon, si c'était bon en vent et qu'on voulait vérifier la nébulosité, on regarderait ça. Enfin, c'est ce que je regarde. Et demain, donc on voit Thursday, là, ici, jeudi, 6h du mat, 12h midi. Et là, on voit qu'en cours de journée, on va avoir quand même une tendance nuageuse forte à tous les étages, avec gros risque de pluie plutôt à partir du milieu d'après-midi. Voilà pour la partie nébulosité. On va avancer un peu. Bon, bah, du coup, météo ciel, on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. Et le dernier que j'utilise, moi, alors j'ai marqué sur le site vérification, parce que j'adore météo parapente, comme tout le monde. C'est tellement joli, c'est tellement bien fait, c'est tellement pratique. Mais je l'utilise après avoir fait la démarche en entonnoir que je vous ai montré. Pourquoi? Parce que si je commence par ça, bah, je ne comprends rien en fait. Je vois effectivement des flèches dans tous les sens qui paraissent super précises, mais je ne comprends pas d'où elles viennent. Donc, si vraiment on veut faire une prévie en un coup d'œil, ça peut être pratique, mais quand même, je vous encourage à d'abord aller comprendre d'où vient tout ça. Météo parapente, si je regarde. Donc là, si vous cliquez sur le lien sur le site, vous êtes directement situé sur le décollage du plus beau site du monde, la Besancière. Et si je regarde à demain, ce qui se passe, et on va voir si ça confirme ou pas ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bon, bah, visiblement, le modèle WRF américain qui utilise météo parapente est d'accord avec les autres modèles qu'on a consultés. On a fort vent du sud-ouest, rafale à 80, enfin peut-être 60 km/h sur les crêtes. Et puis tout le gris que vous voyez, c'est des nuages à tous les étages. Vous voyez aussi un petit peu la pluie qui peut tomber demain, en millimètres par heure de pluie. Juste une petite info pour météo parapente, ça va concerner plutôt la partie masse d'air turbulente, enfin en tout cas stable ou instable. Vous avez la partie jaune là qui est derrière, qui vous donne la hauteur des plafonds. Voilà. Il y aurait bien plus à dire sur la stabilité ou instabilité, mais malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui. Ça, c'était pour vous montrer comment je fais ma prévie météo sur le Jura. Et j'en ai terminé avec ça. Simplement, comment je reviens, Tristan, s'il te plaît, à partager mon PowerPoint? Tu vas arrêter le partage? Non. Ouais. Tu peux partager à nouveau et tu sélectionnes le PowerPoint. Magnifique. Donc, on a fini cette partie-là. Le dernier point de la prévie, c'était
les vérifications le jour J, eh ben, voilà, le matin avant d'aller voler, vérifiez quand même ce que vous aviez prévu la veille, voir si c'est d'actualité ou pas, si vos sites ne se sont pas plantés. Donc pour ça, vous avez toutes les balises gérées par le vol libgécien et les autres clubs du coin. Vous avez les webcams. Donc les balises, ça vous donne les infos sur le vent. Les webcams, ça vous donne les infos sur la visibilité. Et puis si vous avez prévu un petit vol entre les gouttes, et ben, vérifiez un radar de pluie. Ça vous permettra de voir s'il ne va pas flotter dans les 2-3 heures à venir si vous avez juste un petit créneau pour voler. Toutes ces infos, elles sont pareil, sur la page météo du site de l'école. Après la prévie, là, vous descendez. Attends. Bon, c'est pas grave, je vais faire court, mais si vous descendez sur la page, vous avez accès directement au piou-piou de la Veuzancière, à un piou-piou qui est géré par les Milans du Credo qui se trouve du côté de Bellegarde, et puis à toutes les webcams du coin. Ça vous permet de voir tout ça en un coup d'œil. Et voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Alors, merci beaucoup d'avoir survécu. Et puis, je crois que Tristan, maintenant, va vous laisser la parole. S'il y a des questions, je crois qu'il y en a déjà. On a déjà vu quelques questions passer dans le chat, donc merci, merci Romain. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une super présentation. Donc d'ailleurs, plusieurs personnes le disent, hein, super, merci Romain, bravo. Alors, on va revenir en question. Premièrement, je crois que c'était notre ami Ebuddy qui faisait une petite remarque sur un lien vers le diagramme de la bise et du fun serait valable aussi, dispo sur Météo Centrale. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Ok, Buddy, bah merci pour cette idée. Ouais, c'est carrément une bonne idée. Alors, moi, je ne connais pas ce site, donc si tu veux m'envoyer le lien. Il est mis le lien juste en dessous, là, je peux même cliquer dessus et lui partager l'écran juste pour voir en direct. Tristan va vous le montrer en direct. Et Buddy, je ne connais toujours pas ton prénom. Tu es comme ça sur tous les réseaux sociaux. Guillaume. C'est Guillaume. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ok, donc on a le diagramme de fun et le diagramme de la bise. Bon, tu peux ouvrir ton micro hein, si tu veux commenter ton commentaire, j'ai envie de dire. Ah, on a eu... Vous m'entendez? Ouais, c'est on t'entend, ouais. Salut. Salut les buddies. Parce qu'on est tous des buddies dans le fond, je pense. Sinon, ouais, moi je trouve ce truc en fait pour le macro, disons, puisque ici on est vraiment sur le plateau où ça souffle soit bise, soit fun, en gros, enfin, soit la tendance générale, elle est drivée par l'un ou par l'autre. Bah, je trouve que ce truc-là, peut-être même en tout premier lieu d'ailleurs, avant même les autres, ça donne la tendance globale. Si c'est plutôt un secteur nord-est, enfin, si ça a soufflé du nord-est, plutôt bise, ou plutôt sud-ouest, si c'est fun, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça que moi je comprends le truc. Et je le regarde souvent avant pour voir, en fait, si ça. On dit que si ça dépasse les 4 là, sur les ordonnées, là, si ça dépasse 4 hectopascales, en fait, c'est une différence de pression qui est mesurée entre deux villes hein, qui sont dans l'axe de la bise. Là, je ne sais plus ce que c'est en Suisse, la Göttingen, Ediz et Genève. Et puis, si la différence de pression, elle est, s'il y a au moins 4 hectopascales de plus à Göttingen, eh ben, on peut considérer que ça va souffler fort bise, quoi. Et c'est le cas demain, il me semble. Hein. Donc là, on le voit bien à partir de cette nuit, ça augmente beaucoup, puis on peut s'attendre à avoir de la bise Demain, super forte. pour moi, ce serait plutôt du coup plutôt fun quoi. Demain, en fait, c'est ce qui va déborder du Jura, ça va arriver du sud-ouest et puis ça va déborder. Ah, En fait, quand ah il ouais? est en haut, c'est plutôt le sud-ouest. Ouais. Ah, alors c'est l'inverse, je me suis planté. Ah ouais, autant pour moi. Quand c'est en bas, alors c'est la bise, effectivement. Ouais, c'est ça, quand ouais. il est sur le bas. Eh ben, carrément. Eh ben, merci Guillaume pour ce truc. Ouais, c'est vrai que c'est bien intéressant. Ouais. Je l'ajouterai. Ok, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, en effet, on a compris pourquoi il n'y avait pas de météo ciel. Hein. Apparemment, les serveurs ont brûlé. Bon, ça ne va pas nous aider pour ce soir. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, question sérieuse, parce qu'il n'y a pas que du sérieux dans le chat.
Si, il y a Alors, Gary qui a posé une question intéressante. Là, je vois différencier les brises de vallée. alors vas-y, ouais, je te laisse y répondre parce que je l'ai pas Ouais, vu. il y j'ai a raté. Gary qui nous. Gary d'ailleurs, qui est élève moniteur avec moi en ce moment en formation, là, et qui est très habitué à voler par ici. D'ailleurs, il a fait l'année dernière un vol de 200 km en aller-retour sur le Jura. Il nous dit différencier brise de pente et brise de vallée. De la brise, il y en a sur les décos du Jura. Et donc, effectivement, je suis allé un peu vite sur ce sujet. J'ai dit qu'on ne volait pas dans des régimes de brise. Effectivement, je parlais de brise de vallée, c'est-à-dire qu'ici, on a peu de brise de vallée. Par contre, les brises de pente, c'est-à-dire celle qui va se créer thermiquement par les faces au soleil, on en a typiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait peu de vent dans les basses couches, voire pas du tout. Nous, on a volé cet après-midi, tout l'après-midi sur les faces est du Jura, et on avait de la brise en est, une légère brise qui était du coup bien présente, qui était du vent qui était présent par l'ensoleillement des faces est du Jura. Donc effectivement, quand le vent ne vient pas nous embêter, on a quand même des brises de pente. Merci pour cette précision, Gary. Ok, alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou pas dans l'histoire? Stéphane qui parlait de MétéoAlp aussi sur Facebook, qui était assez intéressant. Il y en a un lien qui était envoyé par Antoine Junique. Donc en effet, de toute façon, je pense, comme l'a dit Romain au tout début, il n'y a pas une seule façon de faire sa météo. Donc Romain a quand même pas mal de connaissances sur le sujet et nous a partagé la sienne. Donc maintenant, à chacun d'en tirer ce qu'il en veut. Est-ce qu'on peut passer au sujet suivant ou il y a d'autres sujets à aborder sur la météo? Je vois pas de main levée, je vois pas de message sur le chat, donc je pense qu'on peut peut-être passer à la suite. Il est quelle heure? Il est 8 heures. Le match c'est dans 1 heure, on a le temps. On passe à la suite. Donc la suite, c'est à nouveau le président qui va. Ouais. Donc, alors, je vais te chercher. C'est là. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, tu as gardé ta souris. Non, je n'ai pas besoin. Merci. Ok. Et j'ai besoin l'adaptateur. Donc, je te laisse commencer. Alors, je te partage la présentation. Ah non, il n'y a pas de présentation pour toi. Non, non, il n'y a pas de présentation, c'est Evry. Ah oui, c'est Evry aussi. c'est Evry. J'ai besoin de toi aussi pour mon écran. Ouais. Le pilotage de ça. Alors, il était sur quoi, Evry? Il était là. Je vais switcher après. Bon, tu peux le mettre directement dessus. Ok. Donc, je le prépare. Ouais. Et je te laisse la scène. Et je te prépare la souris. Ok les amis, rebonsoir. J'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie après toutes ces informations ingurgitées qui étaient très intéressantes. On va voler un petit peu, là on va essayer de voir un peu ce qui se passe en l'air. Et même si aucune des plaques présentées par Yves tout à l'heure n'aborde la notion de connaissance en fait, du terrain, on pensait vraiment parler de cette notion, notamment sur les faces est du Jura, parce que c'était vraiment un point important et on voulait prendre comme exemple précis un cross au départ de Vezancy et à destination de Crozet. Alors, tout d'abord, quelques préalables en fait, au cross en parapente avant de commencer. Donc, bien sûr, avant de crosser, il faut être autonome et capable de décoller et d'atterrir seul correctement. Savoir rester en l'air en thermique, savoir descendre par les méthodes que vous connaissez. Savoir utiliser un vario GPS, c'est mieux également. Savoir gérer son cône d'autonomie. Et puis, il faut être motivé, il ne faut pas avoir de blocage psychologique quant à la question de l'inconnu. Donc, pourquoi spécifiquement ce cross Vezancy-Crozet? Parce que c'est certainement la partie un peu la plus difficile en fait, à réaliser. Si vous partez de Crozet et que vous arrivez à naviguer sur les faces est du Jura, c'est déjà un beau vol, mais arriver en fait à s'extraire de Vezancy pour arriver à accrocher plus loin le mont Chanet correctement, c'est un défi qui peut demander beaucoup de concentration en fait au pilote, beaucoup d'applications également. Et quand vous êtes très concentré et très appliqué, en fait, ça accapare beaucoup de vos ressources. Et lorsque toutes ces ressources en fait sont accaparées, on peut aller vers l'incident en fait.
Et savoir qu'on peut évoluer en fait dans ce cross en toute sécurité, dans un cône d'autonomie en fait sécurisé, ça peut vous rassurer et puis vous dégager en fait de la psychologie en fait pour vous concentrer sur votre vol. Alors, on va, afin de visualiser un petit peu tout ça, donc là, je partage déjà ça. Là. C'est déjà partagé. Déjà partagé. Et les gens le voient. Et les gens le voient. OK. Donc, on va prendre un exemple qui est assez parlant. J'espère que ça ne lag pas trop chez vous quand je, Non, tu vois, ça passe bien à côté. quand je bouge, en fait. Donc là, c'est pareil, je voudrais afficher les données là, sur le côté. Alors, attends, je vais juste peut-être te décaler ça un peu pour qu'on ait tout. Pour être sûr d'avoir également les stats sur le côté. En Voilà, fait, les gens le voient, en fait. Oui, mais attends, je voulais faire descendre Ouais, également ces informations également. Je vais baisser un peu la vitesse de déroulement. Donc là, on prend un exemple d'un cross donc, qui a été réalisé par Yves, qui est un pilote assez expérimenté, assez aguerri déjà, mais qui représente vraiment bien en fait l'exemple cité. Donc là, on voit que Yves est au décollage à Besancy. Alors, quand vous êtes à Besancy, en termes de sécurité, vous avez, je vais essayer de m'éloigner un petit peu, voilà. Donc, vous avez bien sûr les atterrissages que vous connaissez, le petit qui est ici, latéraux, on va plus préférentiellement. Et puis, également, si on s'éloigne un petit peu, vous avez à peu près ici, je ne sais pas si vous voyez bien là, tout en bas là, vous avez l'atterrissage de Gex, Gex-la-Ville qui est ici également tout en bas de l'écran. Donc, Yves est au déco de Besancy, donc il a déjà ces trois possibilités, bien sûr, pour aller atterrir. Et Yves commence son vol, en fait. Voilà, on voit qu'il est parti au-dessus du déco de Besancy. Il commence à chercher quelques thermiques pour l'aider. Voilà, il progresse, il explore la masse d'air. Et puis, on voit qu'il commence à trouver, voilà, on voit son attitude qui commence à grimper. Yves, c'est un pilote qui perd pas beaucoup de temps. Et là, on va voir notamment qu'il ne va vraiment pas perdre de temps. Dès qu'il va trouver quelque chose, il va vraiment exploiter, en fait. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc on voit que Yves, là, est en transition vers la forêt de 10. Et puis, au-dessus de la forêt de 10, il a vraiment trouvé un thermique en fait, qui l'a aidé à progresser, en fait, vers Vieille Maison, en fait, à Besancy. Donc à ce moment-là, il est toujours en fait en visio sur latéraux, soit de Gex, soit de Besancy. Donc il a la possibilité vraiment d'aller poser des deux côtés. Et on voit qu'en fait, voilà, Yves a gagné un petit peu d'altitude. Il s'est présenté devant Vieille Maison, qui est cette partie entre la forêt de 10 et Anturay, ici à Besancy. Et il continue son cross. On voit qu'arrivé à Vieille Maison, il retrouve encore un petit peu de thermique, ce qui lui permet de grimper assez vite, en fait, jusqu'à presque 1006, en fait. Et là, il avance vers Anturay, qui est une combe vraiment où ça pète vraiment assez fort ici. Et il va encore retrouver quelque chose et reprendre encore du gaz. Et là, c'est vrai que cette partie, elle est importante parce que c'est vraiment la partie la plus thermique de la zone qui va vous aider à vraiment vous gaver en fait avant d'entamer votre transition vers le Mont Chanès si vous souhaitez progresser. Et toujours en imaginant que vous avez toujours, pardon, ouais, je suis un petit peu sorti du cadre. Vous progressez toujours donc, dans votre cône d'autonomie qui vous permet toujours de rejoindre latéraux de Gex à ce moment-là si vous le souhaitez. Donc on voit que Yves continue à progresser en termes d'altitude. Il est maintenant, je vais remonter un petit peu. Il est maintenant presque à 1008 et il décide en fait voilà, d'entamer sa transition vers le Mont Chanay qui est positionné devant. Et c'est là, je dirais, qu'il faut faire attention. Bien garder une route qui va vous positionner en fait devant le Mont Chanay en fait et ne pas vous engouffrer en fait dans le creux de l'Anvers, qui est une partie qui est assez dangereuse, qui est visuellement en fait beaucoup plus jolie en fait peut-être que de passer devant le Mont Chanay, mais qui présente le fait de
tourner plus en vue comme ça, on se rend bien compte du relief. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez toujours passer par les crêtes en fait, du Jura ici. Hein, c'est une possibilité, mais vraiment qui est déconseillée. Que vous voyez que dans le creux, là, vous n'avez absolument aucune possibilité en fait, d'aller vous vacher, d'aller vous poser. Et de plus, lorsque vous progressez en fait, sur ces crêtes, vous avez le relief qui remonte. Et donc, ça crée vraiment une sensation un petit peu d'insécurité qui est assez désagréable en fait. Donc, vraiment, pensez à ne pas vous engouffrer en fait, dans le creux de l'Anvers. Puis, il y a aussi pour des raisons de nidification, des aigles, des arrêtés préfectoraux qui sont un petit peu plus également restrictifs par rapport au survol de cette zone. Donc, pour en revenir au cross qui a… Hop, ah, j'ai perdu ma… Je vais m'occuper. Hop, c'est bon. J'ai récupéré, merci. Donc, pour en revenir au cross qui nous intéresse, on voit que Yves s'est bien gavé à Forêt 10, sur Vieille Maison, à Anturay, et qu'il a commencé sa transition vers le Mont Chanet. On va accélérer un petit peu. Ça, t'as pas mis play. Excuse-moi, je laisse un peu. Voilà, donc on voit Yves qui continue sa transition tranquillement vers le Mont Chanet et qui va essayer en fait de raccrocher un petit peu de thermique également sur cette partie. Donc il arrive bien devant le Mont Chanet et à ce moment-là, il est un petit peu sorti du cône d'autonomie en fait. Vous voyez hein, que représentaient les atterrissages de Gex-la-Ville et puis bien sûr de Besançon parce qu'il s'est assez éloigné. Mais il faut bien que vous soyez également rassurés, c'est que sur ce Mont Chanet, vous avez vraiment la possibilité en fait de vous poser à de nombreux endroits également sur ces bas-monts en face est. Ici, vous avez quand même la possibilité d'aller chercher des champs qui sont assez grands, assez sécurisés pour aller vous poser si vous avez un souci. On reprend le cross. Voilà, on voit que, bon, toujours en face est, on arrive à retrouver des thermiques. Là, notamment, il y a des petites coupes d'arbres qui vous permettent de regagner un petit peu de gain. Et on voit toujours que Yves progresse bien et qu'il ne perd toujours pas de temps, puisqu'il a décidé de continuer en fait, son avancée vers Crozet. Donc là, vous êtes dans le col de Branvaux. Vous arrivez vraiment dans le col de Branvaux, où vous pouvez avoir une masse d'air qui est assez instable, assez déstabilisée également dans ce passage. Donc, le conseil est plutôt de traverser assez vite, même si peut-être les plus gros thermiques vont être positionnés à cet endroit. C'est intéressant, je pense, de ne pas rester traîné non plus trop longtemps dans cette zone. Et ce que fait tout à fait, voilà, on voit qu'il y a quelques thermiques qui sont à l'amont du col. Mais voilà, on voit que Yves n'a pas traîné vraiment dans la partie du col de Branvaux et qu'il a réussi à récupérer les pâturages qui vont lui permettre également de retrouver un peu de gain et puis de progresser sur Crozet. Voilà pour la partie de ce vol. On voit que Yves est quasiment arrivé à Crozet là. Et vraiment, si c'est votre premier cross, si vous avez déjà réalisé ce vol, mon conseil serait plutôt à ce moment-là d'aller vous poser et puis peut-être voilà, de tenter un vol un petit peu plus long la prochaine fois ou un retour sur Besançon pour un premier cross peut-être tenter et réaliser sur ces faces est, c'est plutôt bon. Et la fatigue aidant, si c'est votre premier cross ou un nouveau premier cross, vous allez apprécier d'aller vous poser et de terminer un petit peu cette partie-là. Un atterrissage officiel avec une manche à air. Avec une manche à air à Crozet qui a été changée récemment. Et tu peux peut-être montrer un peu où est l'atterrissage à Crozet, là, ouais. tant qu'on est dans la zone. Ouais. Donc l'atterrissage à Crozet, c'est pas simple avec Évry parce que j'ai un peu de mal à piloter. Mais vous avez latéraux qui est positionné ici. Tout ça pour vous rappeler que ce cross qui est, on va dire, assez difficile, je dirais, mais il vous permet vraiment d'évoluer en toute sécurité et vraiment pouvoir trouver soit des atterrissages officiels, soit des vaches qui sont à Échevenay ou tout au long en fait, de votre cross pour aller vacher rapidement. Voilà pour la partie Évry. Je voulais vous montrer… Tu as raté le partage ouais. Télépartage, non, je voulais changer de… Je voulais vous montrer les slides. Ok, on va revenir sur les slides alors. On reprend la main. Voilà, là, le but, en fait, c'est vous montrer en 2D maintenant le
même parcours, en fait, mais assez rapidement pour que vous ayez… Je crois que ta souris, 2 secondes. Oh, pardon, excuse-moi. Hop, tu vas mettre bien. Voilà. Voilà pour cette vue en 2D hein, qui reprend un petit peu les informations qu'on a vues précédemment. Alors en jaune, c'est les thermiques, mais bon, c'est vraiment à titre informatif hein, la position des thermiques devant le déco, la forêt 10, vieille maison et Anturay. Faites attention à la TMA également, parce que vous voyez qu'il y a la TMA qui passe vraiment très près du déco. Et donc les atterros hein, qui sont représentés, l'atterro de la Chapelle et l'atterro de Gex. Voilà pour cette partie. Ah non, ouais. Excuse-moi. Tu avais eu une autre slide? Oui, j'avais plusieurs slides, j'avais 4 ou 5 slides. Désolé pour ce contre-temps, on va récupérer tout ça. Oui, il fallait bien que notre… Voilà, je vais parler. Vas-y, tu peux la faire. Reprendre le document. Il fallait bien que notre régisseur fasse quand même une erreur Voilà, je pense que je les ai. ce soir. Il ne pouvait pas non plus faire On va un partager ça du coup. C'est très bien. Hop. Attends, on va te le remettre comme ça. Parfait. On va essayer de zoomer un peu. Je peux zoomer là? Ouais, tu peux zoomer un peu. Ok. Donc là, vous avez en fait une autre slide également. Les altitudes hein, qui sont indiquées sont vraiment indicatives, ouais, vraiment. Hein. Mais elle a le mérite d'être intéressant, cette slide, parce qu'elle représente vraiment le cône d'autonomie que vous pouvez aborder en fait lorsque vous faites justement la transition des collages de Besançon jusqu'à Anturay, puis après votre transition vers le Mont Chanès, et que vous évoluez toujours dans un cône vraiment d'autonomie qui vous permet toujours de récupérer l'atterro de Gex-la-Ville ou l'atterro de Besançon si vous êtes plus près du décollage. Je vais passer sur la slide suivante, si j'y arrive. Voilà, donc là, vous arrivez au Mont Chanay. Donc, vous avez à ce niveau-là toujours la TMA hein, qui est là. Et comme je vous disais également, donc vous avez plusieurs atterrissages de secours. Vous avez au moins 3 atterrissages de secours hein, qui sont à votre disposition pour aller vous vacher si besoin était. Encore une fois, évitez vraiment de rentrer dans le creux de l'envers, parce que là, vous constatez vraiment que vous n'avez aucune solution, si ce n'est sortir par le col, ce qui n'est pas vraiment non plus une très bonne solution. Et la dernière slide, voilà, qui représente vraiment l'arrivée à Crozet, donc avec les atterros officiels et puis encore les atterros de secours hein, que vous avez autour de l'atterro officiel si vous n'arrivez pas à rejoindre justement cet atterro officiel. Voilà pour ces petites informations pour renforcer votre sécurité, pour vous dégager un peu de l'esprit si vous évoluez sur ces tests du Jura. Je vais reprendre. On va arrêter ça, oui. Ouais, on va arrêter le parcours. Vas-y. Ouais, j'arrête de toucher à tout. Tu as autre chose ou on va s'il y a des questions? Oui, on peut regarder s'il y a des questions. Ok. Ouais. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. On va essayer de faire dans l'ordre. Alors, je vais reprendre. Ouais, on va faire dans l'ordre. Plein écran. Alors, Mich qui nous parlait du jonglage avec les espaces aériens. Donc, tu en as parlé un petit peu, mais sans rentrer trop dans le détail, en effet. Bon, on peut faire un petit rappel rapidement pour ceux. Il y a pas mal de nouveaux dans le chat. Globalement, il y a pas mal d'informations sur le site du VLG, hein, vous pouvez aller voir. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est nous, ce qui nous contraint énormément, c'est la TMA de Genève, qui est environ 2000, quelque chose près, au niveau des crêtes. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dès qu'on s'écarte des crêtes, c'est-à-dire si on va vers la plaine, on retombe très vite à 1000 mètres. Et donc, on peut très vite se retrouver en dehors, dans la TMA. Quoi. Donc, voilà, après, on n'a pas préparé de slide spécifiquement pour ça. Mais on pourra. C'est un sujet sur pour la le prochain réglementation, ouais, plutôt réglementation. Hein. Mais Mich, du coup, en plus tu connais très bien le sujet, tu peux peut-être mettre dans le lien, dans le chat, le lien vers le site web et surtout vers la page qui indique ces informations-là. Elle est en effet très importante.
Ensuite, donc, on avait les espaces aériens. Pour dérive thermique. Ok. Transit quand tu arrives à quelle altitude? Ok. Oui, c'est Ouais. pas un tuto cross, hein. Vraiment, le but, c'était vraiment que vous retrouviez toutes les possibilités de sécurité autour de ce cross. Et on n'est pas là pour faire un tuto cross pour vous donner des altitudes auxquelles partir en transition. C'est vraiment sécurité, sécurité, encore une fois. C'est que vous retrouviez, voilà, que vous ayez du temps de cerveau disponible pour voler. Et puis vous dire que vous pouvez le faire vraiment en toute sécurité, que vous avez des atterros officiels et des solutions de vache un peu partout, hein, sur ces faces est. Ce qui rend le cross agréable, on va dire, à réaliser également. Donc, il y a une bonne question de David Watelet qui demande quelles sont les conditions optimales pour tenter ce cross. Vent, météo, force de direction, horaire et déco. Tiens, mais Romain, Non, peut-être répondre, ou Alex. En fait, il y a un document, les photos que vous avez pu voir là sur la fin, je les ai tirées d'un document qu'ont fait Agnès et Philippe, que je remercie d'ailleurs de m'avoir laissé exploiter ces photos. Mais ces photos, elles ont été tirées, en fait, ces plans, ils ont été tirés d'une présentation plus générale, qui est vraiment, on va dire, plus un tuto sur comment crosser sur ces faces est, quelles sont les conditions du vent acceptables, à l'heure à laquelle il faut que vous décolliez, où sont situés les thermiques, les pièges aérologiques. Donc, je vous invite, si vous avez plus de questions en termes voilà, de connaissances plutôt aérologiques, hein, sur ce cross, à consulter en fait ce document qui est beaucoup plus complet et qui pourra peut-être vous aider autrement, en tout cas, à progresser. On le trouve où? Je le reposterai sur Telegram demain. Je le remettrai demain sur Telegram. Et comme ça, vous pourrez le lire et le consulter si vous le souhaitez. Voilà, donc merci encore une fois à Philippe et Agnès, s'ils nous écoutent, m'avoir laissé exploiter également ces documents qui étaient très instructifs. Voilà pour moi. Bon, alors il est quelle heure? Il est 20h17. On a un petit peu de temps si on veut réaborder des sujets, peu importe lesquels, hein, sur les 3 présentations qu'il y a eu ce soir, ou même d'autres sujets, hein, toujours en rapport avec le parapente, hein, évidemment. Il y a Julien qui demande. Alors, Julien, que demande Julien? Non, c'était un message privé. Ça, c'est autre chose. Ah oui, il faut qu'on s'occupe de ça aussi. Alors, Christophe. Christophe, tu peux te mettre en unmute et puis même poser ta question directement dans le live, j'ai envie de dire. Ce sera plus interactif. Alors, je dirais, Christophe, Mais en gros, on va répéter la question avant. Donc, si je veux faire un petit cross Vinci en direction du Petit Montrond, est-ce qu'il y a des dangers particuliers au niveau des transitions du Turet-Montrond? Vous m'entendez là? Ouais, salut Christophe. Ouais. Salut tout le monde. Merci. Hein. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a le col. Hein, il y a le col de. Alors, petit cross en direction du Petit Montrond. Moi, je fais pas de cross. Hein, je fais que des vols rando en général. Mais bon. Danger. Non. Ben, en fait, si tu suis là, enfin bon, je vais répondre, mais Romain sera peut-être plus à même de répondre. Mais si tu suis ce qu'a donné comme exemple Alex, avec cette technique où tu passes par le Mont Chanet, ben, tu as toujours cette possibilité de t'échapper si besoin en fait. Donc ça, c'est vachement bien. Le problème quand tu veux passer par les crêtes, ben, si ça ne monte pas, et ben, tu es très vite dans ce fameux creux de l'envers où tu n'as pas envie d'être. Ouais, Donc, ouais, et en effet, comme dit Phil, le seul posé secours, c'est le secours de le Pailly. C'est un. Bon, ça se voit, hein, quand tu es dans le creux de l'envers, il n'y a que lui, donc il n'y a pas d'autre option. Et tu n'as pas trop envie de poser là. En plus, quand tu es posé là pour rentrer à la voiture, je ne te raconte pas. Enfin, c'est. Il y a une ligne électrique, il me semble. Si je me Ouais, en plus, oui. Ouais, Je ne connais pas si bien que ça, moi. J'ai jamais posé là-bas, mais dans le chat, si je me souviens bien, il y a Mich qui a dû s'y poser une fois, je le sais. Filou, sûrement. Filou, à mon avis, ouais, enfin, tous les anciens du club ont dû l'expérimenter. C'est pas forcément une zone très agréable. Okay. Donc, et en plus, de manière générale, mon expérience à moi, moi je ne vole pas depuis si longtemps que ça fait que quelques 2-3 ans. Mais toutes mes transitions que j'ai fait là-bas, c'est toujours plus efficace en passant par le Mont Chanet que passant par les crêtes. Mais ça, c'est bon. Globalement, ceux qui ont plus d'expérience que moi pourront plus commenter. Et n'hésitez pas à commenter. Là, en Turet, Petit Montrond, c'est tout près. Hein. Je veux dire,
Oui, c'était juste pour faire la transition et revenir, par exemple, à Besançon. On va revenir, On va revenir sur le RI, ouais. si tu veux revenir à cette fameuse transition-là. Parce que tu n'es pas, pas vraiment sous le vent du Mont Chadet, je pense. Bah, après, alors ça va peut-être revenir à la question qui a été posée avant sur quelles sont les conditions optimales pour faire ce cross. Je vais donner un début de réponse, Romain. En tout cas, avec quelles conditions il ne faut pas y aller. Demain. Demain. Ouais, ça... Donc, si tu regardes, en fait, bon là, c'est vrai que tu as le col. Donc, tu peux avoir des phénomènes, j'imagine, de perturbation peut-être qui s'établissent ici. Mais encore une fois, si tu t'es gavé en Turet et que tu décides de partir vers le Petit Moron, à cette altitude-là, il peut pas, je ne pense pas t'arriver grand-chose dans cette transition ici. Bon, en considérant que c'est une journée où il n'y a pas trop de vent, comme l'expliquait Romain avant, moins de 15, on est à la bonne heure, c'est plutôt entre 11h et 15h où les faces est sont encore bien éclairées. Voilà, a priori, c'est plutôt les bonnes conditions pour que ça marche. Mais bon. Donc voilà pour Ok, merci. cette troisième présentation. Et puis, je vais laisser la parole à Tristan qui va vous donner quelques infos sur nos objectifs un petit peu de l'année à venir, pour que vous ayez une petite vision également de ce qu'on vous prépare. Alors attends, vous voyez bon truc? Ouais, vous voyez bon truc. Bon, on va commencer déjà, enfin, avant de conclure là, sur un autre sujet, au niveau des présentations, on va remercier très très fortement Alex, Yves et Romain. C'était vraiment leur initiative. Hein. Ils sont arrivés en disant bah, tiens, on a envie de faire un truc sympa là. Avec ce confinement, on voudrait faire ce petit atelier, cette petite conférence. Et bon, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était vraiment super sympa, vraiment intéressant. Puis c'est l'occasion quand même de se voir, même si c'est via une caméra. C'est toujours mieux que rien. Alors oui, globalement, on voulait juste conclure. Ça, c'est un message que j'ai repris, qui avait été envoyé dans le groupe WhatsApp et Telegram il y a quelques semaines, qui rappelle un petit peu ce qu'on a pour objectif de faire dans l'année. Donc, vous voyez que parmi ces choses-là, il y avait ce petite ligne, soirée, formation à thème, sécurité, météo, réglementation. Donc voilà, c'était une des soirées. Peut-être qu'on va réitérer l'événement. On verra si on a des sujets, si on a du contenu. Bah, je pense que ça paraît pas mal. Hein. Ouais, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre. Hein. Oui, puis il n'y a pas besoin de faire partie du bureau ou quoi que ce soit pour se lancer. Hein. Si vous avez une bonne idée, elle sera la bienvenue. Donc un peu bon, globalement, vous dire qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues cette année. N'oubliez pas de prendre votre licence. Ce qu'on a décidé cette année, c'est que on vous laisse jusqu'à l'AG pour renouveler votre licence. Alors déjà, parce que c'est quand même bien d'avoir une licence pour voler. Deuxièmement, pour l'AG, il faut être licencié si on veut avoir le droit de vote. Une deuxième bonne raison. Et l'AG, on a défini qu'on le ferait. Alors, on a beaucoup hésité à dire est-ce qu'on attend, est-ce que la situation sanitaire s'améliore pour faire une AG vraiment réelle, qui est quand même beaucoup plus sympa, ça permet de se rencontrer. Bon, au final, on a quand même du mal à avoir une vision sur le long terme à cause de ce Covid, donc on ne veut plus vraiment repousser le truc. Donc, on a décidé qu'on ferait une AG le jeudi 25 mars sous le modèle via Zoom également. Hein. C'était un peu aussi un test pour nous cette soirée. Ça marchait bien. Hein. A priori, j'ai l'impression que ça a plutôt bien fonctionné. Donc, on va sûrement rester là-dessus. Donc voilà, à mettre dans vos agendas, AG jeudi 25 mars. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que le président veut rajouter quelque chose? Est-ce que d'autres personnes du bureau ou n'importe qui souhaitent… pour le tirage au sort, parce qu'on a prévu un petit gift pour… Alors, on a dit que ce serait quelqu'un qui serait bien comporté. Non, c'était bien comporté aussi. Ah. Donc, on a dit qu'on aurait un petit tirage au sort. Donc, en fait, il y a un petit écusson VLG à gagner. Donc, on va annoncer que le tirage au sort, donc, on me dit à l'oreillette que le gagnant de l'écusson, que vous voyez là, magnifique, un écusson brodé. Hein. Donc, on est quand même sur du qualitatif. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, des cuissons, soit le broder sur votre doudoune, sur votre sac, sur ce que vous voulez. Donc le gagnant est Stéphane Remilleux. Bravo, tu as gagné un écusson.
Yes, merci les gars. Bravo Stéphane. C'est trop fort. Donc, qui c'est qui donnera l'écusson? Ouais, j'en ai. Quand je te croise, Steph, je te file ça. Bah, demain, on va voler si j'ai bien suivi le point météo de tout à l'heure. Il est bien. Il a tout pigé. Donc, Je recommence. tu On va verras- voler au poisa, ouais. Au poisa. C'est trop fun. Moi, je te file ça. Tu verras un message privé avec notre président pour récupérer ton petit On écusson. a Jack Rapulax qui nous demande aussi des choses. Alors, nous avons une question de Crapulax, le voleur de thermique. Est-ce qu'une activité type premier sortie bocal, par exemple, serait possible cette année? Bon, alors, globalement, on a un club de parapente. On n'est pas une école, hein, mais si tu trouves du monde pour aller voler avec toi, pour faire ce genre de choses, pourquoi pas. Ça me donne l'opportunité aussi de rappeler qu'on a Romain qui est avec nous, qui a monté son école de parapente dans le pays de Gex cette année, et qu'il a des stages dédiés pour ça, si tu veux vraiment être encadré par un professionnel. Hein. Nous, on est juste des associatifs, on n'est pas compétent comme un professionnel. Et voilà. Mais sinon, on rappelle qu'on a un groupe Telegram qui est en place, où le but, c'est quand même de faire du lien social entre toutes les personnes. Donc, si vous avez prévu d'aller voler, vous pouvez mettre un petit message. Il y aura sûrement des gens qui viendront avec vous et ça permet d'apprendre de chacun. Et puis voilà. Vol en parapluie, Yves. Oui, Oui, il en effet. n'y a pas 36 000 moyens de progresser. Bien sûr, il y a l'école avec les stages NEET, Perfo, puis il y a vraiment la vie associative. Et puis, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir, c'est faire un petit peu autre chose que ce que font les écoles purement théoriques. Et puis surtout de les appliquer à nos conditions de vol locales, en fait, pour avoir un peu plus d'infos. Donc voilà, notre rôle, elle n'est pas d'être une école, loin de là, mais voilà, dans le côté associatif, ça peut être sympa d'avoir des infos partagées. C'est ce qu'on a essayé de faire. Merci pour votre indulgence, en tout cas, sur tout ça. Alors, il y a Julien qui a levé la main, notre vice-dictateur. Est-ce que Julien veut ajouter un petit message, un petit commentaire? Non, bravo les gars, c'était super bien organisé. Donc bravo à vous. Juste petite précision sur l'AG. Donc seuls les licenciés de 2020 pourront voter puisque c'est l'AG qui clôture l'exercice 2020. En effet. Néanmoins, on vous invite quand même à prendre une licence pour 2021. Le programme détaillé vous sera envoyé par email. Ce que demandait, je ne sais plus, Crapoulox, là, ou un truc comme ça. Notamment sur l'organisation d'un vol de reprise, etc. Donc oui, on n'est pas une école. Néanmoins, on fera peut-être un événement du style de celui qui avait eu lieu il y a 2 ans avec des croissants un matin ou ce genre de choses où on essaie de tous se retrouver pour un vol calme lorsque ça volera après, dès qu'on pourra en fait. Hein. Donc voilà, c'est tout. Ok, ben merci en effet. L'année dernière, c'était Max qui avait organisé ça, une matinée croissant, il y a 2 ans même, oui, c'est vrai que oui, l'année dernière c'était un peu spécial. Une matinée petit déjeuner suivi par un petit ouverture de la saison au niveau de Crozet, c'était sympathique, super sympathique. Bon, ben voilà. Voilà les amis. On va peut-être s'arrêter là, il est 20h30, le temps de se faire un petit casse-croûte et de passer devant le match. Voilà. On a un bon timing. On est dans les temps. Je vois beaucoup de merci qui passent, donc ça va directement pour Alex, Romain et Yves. Et toi, Tristan? Alors moi, merci Tristan. J'avais le rôle facile, moi. Bon, ben, je vous propose du coup, dans ce cas-là, qu'on va arrêter tout simplement la réunion. Je vais fermer la salle Zoom et arrêter l'enregistrement. Comme j'ai dit au début de la vidéo, de la conférence, pardon, on verra ce qu'on fait de la vidéo. Je vais voir avec Mich si on est capable de mettre ça sur le site web, par exemple. Ça peut être, pourquoi pas, assez sympathique. Et puis c'est tout. Un petit mot du président pour terminer, pour clôturer avant de cliquer sur le bouton? Non, rien les gars. Vous êtes super, changez rien. Allez, super, merci. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut, bye bye.